forme et un conseil de discipline. Voilà, c'est aussi deux instances qui sont par ricochet désignées à partir des élections qui ont lieu le 6 décembre. Ces commissions administratives paritaires elles sont organisées en 3 catégories. Catégorie A pour les grades supérieurs, donc les attachés, les ingénieurs, etc., etc. Les assistantes sociales, avec le 1er janvier, à partir du 1er janvier 2019, les conseillers sociaux, etc., etc. Ensuite, on a les catégories B, qui sont les grades d'encadrement intermédiaire. Donc là, on a les éducateurs des APS, on a les techniciens, on a les rédacteurs, et le gros des troupes, si je puis dire, c'est les catégories C, donc ce sont tous les agents d'exécution de la filière technique, administrative, sportive, culturelle, animation, etc., etc., police municipale. Donc voilà, ce sont le gros du corps des personnels territoriaux. La fonction publique territoriale, elle a la particularité d'être composée à peu près à 80% au plan national, je parle, de catégorie C. Voilà, contrairement par exemple à la fonction publique d'État, où on a beaucoup plus de catégorie A, de par le poids des enseignants, principalement, qui sont de catégorie A. Donc ça, ce sont la CAP, de la commission administrative paritaire. Le scrutin intervient à deux niveaux. Pour les collectivités, donc pareil, qui ont un nombre d'effectifs de fonctionnaires supérieur à 350 agents, on a une commission administrative locale. Et pour les commissions administratives, pour les collectivités qui ont moins de 350 fonctionnaires, on a une commission administrative qui, elle aussi, est rattachée auprès du centre départemental de gestion. Troisième instance, et c'est un petit peu la nouveauté de ce scrutin, c'est les commissions consultatives paritaires. Ce sont ce qu'on appelle les CCP, qui s'adressent aux contractuels, c'est-à-dire parce que malheureusement dans la fonction publique, on a un volume de plus en plus important de contractuels, ce qui crée de la précarité dans l'emploi, parce que quand on est contractuel, malheureusement souvent on est sur des salaires qui sont très bas, encore plus bas que ce qu'on peut pratiquer chez les fonctionnaires, et également à la merci que votre contrat ne soit pas renouvelé par l'employeur. Donc pour ces contractuels, qu'ils soient CDD ou CDI, parce qu'il y a aussi maintenant des contractuels à durée indéterminée dans la fonction publique territoriale, ils voteront donc à la CCP, pareil, en fonction du nombre d'agents, on aura la CCP locale et la CCP départementale. Donc voilà, ça c'est pour le scrutin. Bien entendu, ces élections elles sont importantes pour les agents, et c'est pour ça qu'on appelle aussi à voter, on appelle les agents à voter le 6 décembre. Sur le département, on a été en capacité de pouvoir déposer un certain nombre de listes. Sur Vitry, la mairie de Vitry, ce n'est pas le cas. On ne pourra pas avoir de liste CGT parce qu'on n'a pas pu avoir le nombre de candidats suffisant. Et sur la communauté des communes, c'est pareil. Ouais, voilà. Donc, bon, pour autant, il y a d'autres... par contre, si vous n'avez pas la possibilité de voter CGT dans votre collectivité parce qu'on n'a pas pu créer une liste CT, ça n'empêche pas qu'ici ou là, pour les collectivités de moins de 350 agents, les agents pourront voter à la CAP du centre de gestion, où là on a été en capacité, pour la catégorie C au moins, de déposer une liste. Ces élections elles sont importantes parce que c'est l'occasion pour les agents de se faire exprimer leur attente, leur mécontentement, leur interrogation, à la fois au niveau de l'employeur. Bien sûr que le scrutin il sera étudié, regardé par les élus, par le maire, par le président, etc., des différentes communes, et par le gouvernement, vu que c'est un scrutin qui est national. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ensemble des fonctionnaires et des fonctionnaires territoriaux qui votent donc le 6 décembre. On assiste depuis quelques années, et plus particulièrement depuis les 4 dernières années, c'est un chamboulement de l'organisation territoriale et de collectivité territoriale. Ce qu'on appelait la réforme territoriale, elle a pris plusieurs dimensions, plusieurs visages. Il y a eu la fusion des régions. Pour vous, il y a eu 3 régions sur le Grand Est, 3 régions qui ont fusionné. Pascal Keller, qui est secrétaire général du syndicat CGT Grand Est, donc la fusion des 3 régions, on fusionne 3 régions, mais aussi on fusionne 3 collectivités en une, et du coup, les personnels territoriaux qui travaillaient dans ces 3 régions sont fondus dans une même région qui s'appelle le Grand Est. Donc, Pascal est secrétaire général du syndicat, du nouveau syndicat CGT Grand Est, et ces fusions de régions,
elles ont eu pour conséquence, entre autres, un traumatisme du personnel. Parce que souvent, le personnel, du jour au lendemain, il a changé de direction, il a changé d'organisation de service, il a changé d'employeur, y compris il a changé de conditions de travail. Certains ont vu leur résidence administrative changer, c'est-à-dire que certains agents pouvaient travailler, je prends un exemple, à peut-être 10 minutes de leur lieu d'habitation. Avec le regroupement des 3 régions, les lieux de travail ont modifié. Donc tout cela, ça a créé un chamboulement administratif, mais aussi avec des conséquences des fois dramatiques et néfastes pour le personnel. Et donc la CGT, dans le cas présent, elle a appréhendé un petit peu toutes ces questions-là pour que les personnels, ils ne voient pas leur organisation de travail trop chamboulée. Les avantages qu'ils avaient pu acquérir localement, c'est-à-dire en termes de temps de travail, d'organisation de services, de régime indemnitaire, là aussi, ils ne le perdent pas, parce que comme il y a des régimes indemnitaires sont différents d'une collectivité à l'autre, là, quand on a des agents qui arrivent de plusieurs collectivités, bon, ça crée des oppositions, des différenciations. Cette réforme territoriale, elle a eu aussi pour conséquence, au-delà de la fusion des régions, la mise en place des métropoles et le renforcement de l'intercommunalité avec le renforcement des communautés de communes ou des communautés d'agglo. C'est-à-dire qu'un certain nombre de compétences qui étaient exercées jusqu'alors par les mairies, elles ont été transférées de par la loi NOTRe, plus particulièrement, à l'intercommunalité. Et là aussi, on a eu des agents qui, du coup, travaillent dans une mairie, ils se sont retrouvés du jour au lendemain dans une intercommunalité. Certains ont laissé des plumes en termes pareils de temps de travail, d'organisation, d'avantages acquis, que ce soit davantage acquis en termes de congés, de temps de travail ou de régime indemnitaire, ou prise en charge par exemple de la mutuelle ou de la complémentaire d'invalidité. Donc tout cela, nos syndicats CGT, lorsqu'ils existent dans les collectivités, bon, ils ont pris en compte cette dimension et ils ont, avec les personnels concernés, essayé de mobiliser pour que les personnels ne perdent pas dans le cadre de ces fusions. Il n'en demeure pas moins qu'on assiste, de par le contexte de politique d'austérité que le gouvernement et les gouvernements successifs, hein, il n'y a pas que Macron qui pratique l'austérité, ça serait entre guillemets injuste de dire ça, mais depuis quelques années, ça a commencé du temps de Sarkozy, les collectivités territoriales ont vu globalement leur financement d'État diminuer. Ce qu'on appelle la principale source de financement des collectivités territoriales au-delà de l'impôt local, c'est la dotation globale de fonctionnement. Du temps de Sarkozy, il y avait déjà eu une baisse. Avec Hollande, il y a eu 50 milliards en 5 ans de baisse de la DGF. Et là, Macron, lui, il a imposé des pactes d'austérité pour les plus grosses collectivités qui ne pourront pas augmenter leur budget de fonctionnement de plus de 1,2% par an. Et lorsqu'on sait que dans le budget de fonctionnement des collectivités locales, quel que soit le type de collectivité locale, le plus gros poste de dépense, c'est le personnel, on voit bien que très vite, c'est une fois de plus le personnel territorial qui va faire les frais de cette politique d'austérité. Et à cela s'ajoute le contexte national de la politique du gouvernement, qui a pour ambition, entre guillemets, de vouloir détricoter en quelque sorte le statut de la fonction publique, et plus particulièrement le statut de la fonction publique territoriale. Pour cela, il prévoit un projet de loi, une loi qui doit être discutée au Parlement dans les premiers mois de 2019, et on commence à deviner quelles seront les règles de qu'est-ce que seront les mesures contenues dans ce projet de loi. Macron a rencontré la semaine dernière un certain nombre de maires à l'Élysée, vu qu'il ne s'est pas rendu comme il est de coutume au congrès des maires de France à Paris. Donc il a reçu quelques maires à l'Élysée triés sur le volet, et en quelque sorte il aura commencé à leur dévoiler un petit peu ce que serait ce projet de loi. Alors à la fois développement des contractuels, c'est-à-dire qu'il considère que dans la fonction publique territoriale, plus particulièrement, il n'y a pas besoin d'autant de fonctionnaires. Donc le but, c'est que très vite, dans la fonction publique, on ait de plus en plus de contractuels. Et qui dit contractuel, comme je le disais tout à l'heure, précarité de l'emploi, c'est des agents qui sont, entre guillemets, corvéables à merci envers l'employeur de peur que leur contrat ne soit pas renouvelé. Donc c'est développement à outrance des contractuels. Le deuxième élément, c'est
120 000 suppressions d'emplois, dont 70 000 pour la fonction publique et 50 000 pour la fonction publique d'État. Donc là aussi, c'est des départs à la retraite qui ne seront pas remplacés ou remplacés par des contractuels, voire des missions, et c'est tout l'objectif de ce qu'on appelle, ce que le gouvernement appelle l'action publique 2022, je ne sais pas si vous avez entendu parler, où clairement, dans la lettre de cadrage du Premier ministre, qui est donnée à ce comité d'experts, où il n'y a que des tenants du libéralisme, hein, quand on voit la composition de ce comité d'experts d'Action publique 2022, il n'y a que des experts libéraux qui sont anti-fonctionnaires, anti-service public, hein, clairement. L'objectif assigné, c'est réduire, comment on arrive à réduire 120 000 suppressions d'emplois, dont 70 000 dans la fonction publique territoriale, et comment on arrive y compris à privatiser des missions qui sont rentables, parce que le marché, les entreprises privées, elles ne prennent que les missions de services publics rentables. A contrario, celles qui ne sont pas rentables, elles ne le prennent pas. Hein. C'est pour ça que vous voyez les grands groupes du privé, ils se positionnent dans les marchés des cantines, des ordures ménagères, de la flotte. Ça, c'est juteux, c'est rentable, c'est du cash, hein, ça va très vite. En une année, ils récupèrent ce qu'ils ont mis dans le panier de la mariée pour prendre le marché. Par contre, les activités qui sont en zone rurale, ça, c'est pas rentable, ils n'en veulent pas, le marché, les entreprises privées, elles n'en veulent pas. Les services qui sont dans les collectivités, dans les mairies, les espaces verts, tout ça, c'est pas rentable, donc ils n'en veulent pas, etc., etc. Donc ça, c'est CAP 22, c'est aussi comment on arrive à privatiser, et je dirais, cerise sur le gâteau, lorsqu'on ne peut pas privatiser, comment on arrive à faire passer le message aux citoyens qu'on peut se passer d'un certain nombre de missions, c'est-à-dire y compris dans la lettre cadrage de CAP 22, il est clairement dit qu'il faudra qu'on envisage de supprimer des missions purement et simplement, de supprimer des missions de service public lorsqu'elles ne seront plus rentables. Voilà, donc on est dans un contexte quand même qui est anxiogène et qui est très critique pour le devenir de la fonction publique et bien sûr pour les agents que nous sommes, nous, entre guillemets, qui sommes des agents publics, compliqué pour nous. Toutes ces politiques d'austérité menées depuis quelques années, elles ont pour conséquence, et bon, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure si vous le souhaitez, hein, des dégradations des conditions de travail. Ça, c'est une constante qu'on peut vérifier. Dégradation des conditions de travail, une perte de sens. Beaucoup d'agents nous disent, nous on vient travailler tous les matins, mais souvent on ne sait plus pourquoi on vient travailler. Parce qu'il y a une désorganisation dans les services, des ordres, des contre-ordres. Dans certaines collectivités, il n'y a plus de moyens pour travailler, il n'y a plus de matériel, il y a les chantiers se réduisent comme pour le chagrin. Et donc on voit que tout ça, ça crée du stress parmi les personnels, ça crée une démotivation parfois, ça crée de l'inquiétude et ça crée une perte de sens du pourquoi, du comment on a été recruté à un moment donné dans une mairie, pourquoi faire, ou dans une interco, etc. etc. Et donc du coup, voilà, ça crée un climat malsain. Et il est aussi de notre responsabilité, l'organisation syndicale, à la fois de faire en sorte que les conditions de travail des salariés s'améliorent, qu'on évite le stress, qu'on évite ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Il y a aussi besoin de parler du nombre d'emplois. Il y a besoin aussi de parler de la rémunération, parce que dans la fonction publique territoriale, contrairement à ce qu'il dit, depuis maintenant 2000, on a quasiment un décrochage perpétuel et annuel de l'augmentation de la valeur du point d'indice. La valeur du point d'indice, pour ne pas rentrer trop dans le détail, c'est l'élément central qui détermine votre salaire, en quelque sorte. Hein. Vu que cette valeur du point d'indice, elle est multipliée à l'indice majoré. L'indice majoré, c'est le croisement entre l'ancienneté et le grade sur lequel vous êtes. Et c'est à partir de ce calcul qu'on obtient votre salaire initial, à laquelle se rajoute le régime indemnitaire lorsqu'il existe. Et donc, cette valeur du point d'indice a été gelée depuis 2000. Il y a eu à la marge quelques augmentations ici ou là, mais qui sont loin de faire de compenser l'augmentation de la vie courante comme on peut le constater au quotidien en tant que consommateur. Et donc, on assiste, quand on dit à la CGT qu'on assiste à une baisse du pouvoir d'achat, c'est bien ça, c'est-à-dire que à la fois de par l'augmentation du salaire, la faible augmentation des salaires et l'augmentation des prix en général, on a un décrochage important. Certaines collectivités ont mis en place le régime humanitaire, mais le régime humanitaire, il a comme caractéristique son inégalité et
son caractère aléatoire. Le régime indemnitaire, il n'est pas obligatoire. Il y a des collectivités qui n'ont pas le régime indemnitaire, il y a des collectivités qui se contentent du salaire indiciaire. Et lorsqu'il existe dans certaines collectivités, à travers ce qu'on appelle maintenant le RICEP, c'est un mot barbare qui résume un petit peu le nouveau régime indemnitaire, on a le caractère aléatoire, facultatif et conditionné. Et souvent, on voit bien que le RICEP, dans sa partie, ce qu'on appelle le complément indemnitaire annuel, c'est laissé à l'appréciation de l'employeur. Voilà. C'est-à-dire que l'employeur, il édicte des critères de rentabilité à la gueule du client. Si vous êtes bien avec le chef, avec le petit chef, vous aurez une prime. Si vous n'êtes pas bien, vous ne l'aurez pas, ou elle sera moindre, etc., etc. Et tout cela, ça, bien sûr, ça a des conséquences concrètes sur les personnels, et ça crée de la division parmi le personnel. Parce que on a, et vous devez le vivre, je pense que vous n'êtes pas en dehors du monde. Souvent, dans un même service, on a des agents qui font le même boulot, et à la fin du mois, ils n'ont pas le même régime indemnitaire, ils n'ont pas le même salaire. Et ça, comment travailler les solidarités entre personnels après un tel différentiel de salaire, sachant qu'on sait bien que le salaire, c'est le cœur du problème. Hein. Trois quarts du temps, on travaille pour gagner sa croûte à la fin du mois. Voilà. Donc, on est là aujourd'hui, je vais en terminer là pour ne pas être trop long dans mes propos introductifs. On est là pour parler de tout ça. C'est-à-dire, on n'est pas là pour extrapoler sur le caractère, sur le contexte national, même si le contexte national, il pèse et il faut en parler. Mais on est là pour parler de vos interrogations, de vos vécus, de vos questionnements. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez à poser. Si on peut y répondre, on y répondra tout de suite. Si ça nécessite des recherches de notre part, on vous fera passer ces réponses ultérieurement. Voilà. Mais le but, c'est que voilà, on est un petit peu en échange comme ça, bâton rompu, à partir de vos expériences, de vos vécus professionnels. De vos interrogations et de vos attentes. Voilà. Je pense que ce serait tout intéressant que vous preniez la parole aussi. Par contre, ce que je vous demanderais, c'est au moins de vous présenter et surtout dans quelle collectivité vous êtes employé. C'est à vous. Il faut bien aller, il faut bien qu'il y en ait un qui se lance. C'est toujours dur. Après, ça va aller tout seul. Moi, je ne suis pas du tout fonctionnaire territorial. Hein. J'étais fonctionnaire d'État. Et ce que je peux dire, j'étais élu conseiller municipal dans une petite commune de l'Allier. Et je me suis rendu compte que les maires étaient les plus mauvais employeurs. Quand on prend les fonctionnaires d'État, il y a l'État qui gouverne tout ça. Et puis nos inspecteurs sont directement, c'est hiérarchique. Et un maire, il change tous les 6 ans. Et quelquefois, tous les 6 ans, il y a des changements au niveau des employés, parce que ça dépend du caractère du maire, et bien souvent, le maire, maintenant, ça devrait être quelque chose de professionnel, parce qu'ils abusent. Je vois dans le village où j'habite, sur 8 employés au centre de gestion, il n'y en a plus que 3 actuellement. Et 2 qu'on prend en contrat renouvelé. Alors, on le prend 6 mois, on le prend encore 6 mois. Bon, si on le garde 3 ans, pour moi, il est valable. Mais au bout de 3 ans, on le vide pour reprendre autre chose. Donc c'est ça qui ne colle pas. Maintenant, apparemment, ils ont le droit, parce que dans le temps, on avait quand même des restrictions, c'est-à-dire que si on employait quelqu'un 2 fois 6 mois ou 2 fois 1 an, on était obligé pratiquement de titulariser. Tandis que maintenant, je me suis rendu compte, parce qu'on a des appels à droite à gauche de fonctionnaires territoriaux qui ne savent plus où ils en sont, et on se rend compte que là, ils peuvent renouveler ça 6 ans. Voilà. Donc là, il y a quand même une précarité actuelle déjà. Et puis selon le maire, là en plus, il y a du flicage. Là, dans le bled où j'habite, il y a un employé communal, ça rejoint un peu ce que Sabrina a vécu, qui a mis sur un Facebook un like sur une réflexion qu'un citoyen de Sermaises faisait sur une décision qui avait été prise à la mairie. Il a liké. Bon, il me dit qu'il l'a fait sans. Et bien, le secrétaire de mairie a cliqué et il s'est fait sermonner. Donc là, c'est bien grave quand même. Hein. Parce que Sermaises, bon, c'est une secrétaire générale, c'est pas je pense qu'elle est cadre B ou quelque chose comme ça. Donc elle s'est quand même permise de fliquer ça. À la limite, bon, elle lui dit fais gaffe parce que si les élus voient ça, ok, mais il s'est fait convoquer auprès du maire en présence de la secrétaire qui lui a mis, voilà. Donc je ne sais pas comment les agents qu'on a ici de Frigo et de Vitry connaissent ça, mais c'est au niveau des agents techniques aussi dans la commune, ça ils ont du matériel, mais il n'y a plus que 3 agents. Alors on aura
aura beau leur foutre une balayeuse, tout ça, s'il n'y a personne pour foutre dessus, voilà. Et les gens, le problème, c'est que c'est le dernier service public qui existe en campagne, la mairie. C'est le dernier service public. Et ils n'ont pas, les gens s'en prennent à eux. Parce que forcément, il y a des trucs qui ne sont pas faits. Donc c'est un climat, mais un climat qui est terrible, là, terrible. Un comité de commune, espace vert. Nous, avant, dans notre équipe, on était 8, voire 9, c'est ça, service centre-ville. Maintenant, on n'est plus 4, dans il y a Une commune apprentie. une apprentie, D'accord. et on nous demande le même boulot, et on nous a élargi encore le secteur. Bon, je veux bien qu'on nous donne plus de boulot, ok, et derrière, on est fliqué par un chef, parce qu'on va passer vite. Après, on prend une entreprise privée qui doit faire des travaux, et dans le marché, pour gagner de l'argent, on n'a pas pris l'espace vert, donc c'est nous y aller. Donc le temps qu'on est là-bas, on n'est plus là-haut, et bien on va là-bas, on est en retard, et c'est toujours constamment, on arrive à 7h30, il regarde la montre, voir s'il y en a 2 minutes de retard, à quelle heure on part, quelle heure combien, vous voyez, là on est venu ici, vous avez marqué 10h, 11h30. Et bien si on rentre à 11h30, il nous retire une demi-heure. Pourquoi on est rentré chez nous? C'est quoi ce truc? On est fliqué tout le temps, pratiquement tout le temps, et puis en plus le truc c'est qu'on est fliqué, mais dès qu'on est parti, eux vont boire le café. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes motivé? Le gars il dit il faut y aller, gars. Tout le monde part, on arrive, et eux ils sont en train de boire le café en haut. Après, le salaire c'est largement pas le même. Donc moi je pense qu'il faudrait plus fliquer des gens comme ça que des gens comme nous. Après voilà, le matin on arrive, on est stressé, on arrive, on n'a plus envie de travailler. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la fonction publique territoriale, elle a un statut national qui date de 1984, c'est la loi du 26 janvier 84, qui depuis 84 a été constamment modifiée. Parce que nous, on a, comme disait la copine, on a quand même une difficulté, c'est que ceux qui font les lois, ce sont nos patrons. Les trois quarts des députés ou les sénateurs qui font la loi, ils ont été maires ou ils sont maires, présidents de départements, de régions, etc., etc. Au gouvernement, pareil, souvent des ministres, ils ont été maires, etc., etc. Donc, comment dirais-je, le statut de la fonction nationale, ça les emmerde même aux élus. Parce que y a des règles qui sont obligés d'appliquer. Eux, ils préféraient avoir ce qu'on a connu dans le temps, c'est-à-dire que l'employé, il était géré de gré à gré avec son maire. C'est l'employé communal, comme disait, c'est-à-dire que le maire, il avait les pleins pouvoirs sur lui, il lui fixait la rémunération, il lui fixait le temps de travail, etc., etc. Bon, là, avec la loi de 84, ça avait commencé en 1956, après 84, on a un statut national, c'est-à-dire qu'en théorie, je dis bien en théorie, il y a des règles nationales qui s'appliquent à tous les agents territoriaux, qu'on soit à l'intercommunalité de Vitry ou à la métropole de Metz ou à la métropole de Lyon ou au conseil régional Grand Est. Après, ça, c'est la loi nationale. Après, il y a l'application. C'est vrai que malheureusement, aujourd'hui encore, il y a des maires qui font fi, qui dérogent aux règles qui s'imposent à eux. Et comme il n'y a plus de contrôle d'égalité, parce que dans l'État, dans les préfectures, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus personne qui contrôle, mais ça part, excusez-moi l'expression, à nouveau. Voilà. Parce que pour aller au trésor public, c'est vrai qu'on ne pouvait plus gérer comme avant les mandats et tout ça. Donc il y a tout qui passe, puisque quand nous on recevait avant les mandats, on les prenait un par un, on rejetait, on faisait signer. Et maintenant, ça passe dans une bécane, et c'est la bécane qui choisit ce que tu dois vérifier. Donc il y a plein de choses qui passent à l'as. Même au niveau des indemnités. Je suis en réunion d'info. Alors ces politiques-là, après, elles, bien sûr, comme tu le dis à juste titre, elles impactent le personnel, et le personnel, il est de plus en plus en souffrance. Oui. Et toutes les études qui ont eu lieu démontrent que dans la fonction publique territoriale, on a des niveaux de souffrance sous des formes diverses et variées, hein, des maladies, des troubles musculo-squelettiques, donc tout ce qui est après au corps, psychologique. Voilà, et donc il y a une véritable souffrance au travail dans la fonction publique territoriale parce que les conditions d'organisation des services, le financement des services publics, il s'est fortement dégradé. Et en même temps, on a des élus aussi qui, des fois, ne savent pas trop, entre guillemets, gérer une collectivité. Et tu as aussi dans les collectivités territoriales un personnel qui est dévoué à son métier quand même. Donc à partir de là, quelquefois, il n'ose pas ne pas faire parce que bon, c'est service public. Et on comprend. Tout à fait. Pareil, on a un problème sur l'IAT. Moi, j'ai jamais rien compris, je ne comprendrai jamais de ma vie. C'est que moi, je suis classé, je suis malade. Pendant 10 jours, 11 jours, mon IAT il baisse par rapport à mon temps de présence que je sais normal. Et un chef, un agent de maîtrise, lui, il l'a tous les mois et elle ne baisse pas par rapport à son temps de présence. Ça, c'est illégal.
Ben, nous, on l'a à Vitry. Hein. C'est illégal parce Ils ont que tous les mois, ils ne baissent pas. S'ils sont malades pendant un mois ou deux, ils ont toujours le même IAT tous les mois. déjà l'IAT va être normalement devrait être fusionné dans ce qu'on appelle le RICEP, c'est-à-dire que toutes les primes qui existaient jusqu'auparavant, hein, ça s'appelle l'IAT, après il y a eu l'indemnité de mission des préfectures, enfin, il y a eu un certain nombre d'appellations de ces primes-là. Aujourd'hui, sur la grosse majorité des cas d'emploi, à quelques exceptions près, sur les catégories ingénieurs et chefs, etc., ou même sur les B, où là le RICEP, les décrets concernant le RICEP ne sont pas sortis. Mais sinon, pour tous les autres, il doit y avoir un RICEP négocié par la collectivité qui prévoit donc deux types dans ce RICEP. Il y a deux types de primes, donc l'IFSE, l'IFSE qui est une prime forfaitaire, une enveloppe forfaitaire attribuée aux agents, et la deuxième partie de ce RICEP, c'est ce que je disais tout à l'heure, le CIA, le complément indemnitaire annuel, qui lui prévoit des critères très subjectifs, de critères de rentabilité, etc., mais en aucun cas les critères d'absentéisme qui sont prévus chez vous. Ça, c'est sûr, Si ça s'applique à un, si s'applique à un, il faut que ça s'applique à tout. Hein. On peut pas, là, du coup, c'est pas. Nous, on n'est pas favorable aux critères d'absentéisme parce qu'on considère que avant, quand on est malade, on n'a pas à subir la double peine. Avant, on l'avait tous les 6 mois. Nous, en tant que classé, on avait tous les 6 mois. Et eux, ils l'ont toujours eu tous les mois. Ben là, c'est pas grave. Ils l'ont toujours eu tous les mois. Maintenant, depuis cette année, je crois, ils l'ont remis tous les mois maintenant. Mais au bout de 3 mois, ils regardent, on la touche tous les mois, et au bout de 3 mois, ils regardent si on est absent, et après, les 3 mois d'après, ils baissent. Ouais, c'est un décompte après. Un décompte. Mais les critères de jamais critères. Eux, ça n'a jamais baissé et ça ne baissera jamais. Et moi, j'ai posé ma question au syndicat à tout le monde. On m'a dit, ouais, mais ça a été conclu comme ça. Mais Non, j'ai dit, mais mais si un chef il est absent, moi je suis absent, c'est une absence. C'est même pas une fonction. Il n'y a pas. Je veux dire, c'est discriminatoire. Autant ils ont le droit, même si nous on n'est pas d'accord, de mettre des critères d'absentéisme, tant ils n'ont pas le droit de différencier les critères. Ça s'applique à tout le monde ou à personne. Si un chef il est absent, il est Bien sûr. qu'un gars. Non, Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça, j'ai jamais rien compris ça. Après, voilà. Ben, ça, c'est comme les primes pour l'encadrement. Ils sont 3 semaines en vacances. Ouais, qui veut parler. c'est un truc qu'il ne faut pas laisser passer. Après. Jean-Jacques. J'écoute ce que dit M. Wolf, et puis je retrouve ça dans la campagne que je viens de faire avec les camarades de la CSD, des personnels du département, hein, puisqu'on a été faire la campagne avec eux dans tous les collèges et au lycée, et je rapproche ce que vient de dire monsieur de ce qu'on appelle l'EP bonus au niveau des personnels du département. C'est une prime qui est versée à l'appréciation de l'employeur sur la manière de servir. Et dans la manière de servir, il y a les arrêts de maladie, il y a plus ou moins d'empressement, il y a l'attitude vis-à-vis des chefs, etc. Enfin, pour le même travail, on n'a plus l'égalité de traitement, c'est-à-dire la même paye. Voilà. Et ce qui était pourtant, au départ, la garantie du fonctionnaire. Voilà. Et c'est ça qui est grave. Peu à peu, on voit ça disparaître. Et alors, ça entraîne dans les établissements des mises en concurrence entre les personnels, et en dressant les personnels les uns contre les autres, C'est ça. on les voit qui observent ce que l'autre a eu de plus ou de moins, et sur la raison ou pas la raison pour lui donner ça et pas à tel autre, etc. Et ils passent un temps fou à ces choses-là, et ils oublient de leur mettre en cause les véritables raisons, les véritables responsables de la situation aujourd'hui. Et peu à peu, eh bien, le statut se désagrège, et un beau jour, on va s'apercevoir qu'on est traité pire que dans le privé. D'ailleurs, dans les établissements du second degré, il y a une expérience pilote qui se fait en ce moment, c'est qu'on externalise dans le privé un certain nombre de missions qui étaient exercées par les personnels jusqu'à maintenant. Il y a 4 collèges dans le département où c'est une expérience pilote qui est en cours sur ces questions-là. Voilà. La différence, c'est au niveau de la qualité du service. Parce que le privé, lui, il y a un temps minimum, c'est chronométré, il faut que ça soit rentable. Et donc, les personnels qui sont des fonctionnaires actuellement, eux, ils sont attachés à leur métier, ils sont attachés à leur établissement, et ils font au mieux, ils connaissent bien leur établissement, etc. Quand on va perdre ça, on perdra gros.
Comme dans une commune, ils connaissent parfaitement leur commune. Mais on voit bien, hein, depuis septembre 2017, la dégradation dans les communautés de communes, dans les communes, etc. Des gens qu'on n'avait jamais vus à la permanence, droit, liberté, action juridique à l'union locale, qui viennent et qui se plaignent, qui viennent dire leurs angoisses, et même quelquefois un stress et le sentiment de harcèlement. Voilà, j'ai fini. Pascal, attends, parlons. Pascal. Oui, donc moi je voulais apporter un peu le témoignage de notre activité syndicale au Conseil régional Grand Est et puis essayer de faire le parallèle avec ce que vous vivez sur le territoire. Au Conseil régional Grand Est, Christophe a raconté un peu l'historique, c'est comme tous les conseils régionaux, c'est-à-dire qu'on a regroupé des personnels. Ça fait déjà 3 ans, on termine la 3e année, là on avance des élections professionnelles. Pour faire le parallèle avec vous, je pense qu'il faut que vous vous organisiez. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous adhérents à la CGT ou si vous ne l'êtes pas. En tout cas, moi, le message que j'ai à vous faire passer, c'est qu'à un moment donné, il faut s'organiser. Parce que même sur une grande collectivité comme la nôtre, où il y a aujourd'hui 7000 agents, aujourd'hui, la CGT, ça pèse 600 adhérents, une centaine de militants, et on n'est pas assez. Voilà. Et par contre, quand on s'organise, on arrive à mener, comment dire, alors j'ai tendance à dire un rapport de force avec l'employeur qui fait qu'à un moment donné, on arrive à obtenir un certain nombre de choses. Et dans le contexte actuel, c'est pas facile en plus pour les obtenir. Et donc on peut, dans le cadre syndical, on peut aborder différents sujets en fonction de ce que j'ai entendu, pour essayer de faire le parallèle. Nous, ce qu'on cherche à faire, par exemple, au Conseil régional aujourd'hui, c'est de parler véritablement des dotations d'effectifs dans les services, dans les lycées, parce qu'il faut savoir que les personnels, il y a à peu près 3/5 de personnels qui sont dans les lycées. Donc, à Vitry-François, il y a un lycée, il y a du personnel conseil régional. Il y a 5500 agents dans les lycées et il y a près de 2000 agents sur les sites administratifs, notamment à Châlons, à Metz, à Strasbourg. Donc, on veut discuter sur les dotations d'effectifs parce que l'état des lieux, le sentiment qui vient d'être donné, c'est le même. Hein. Dans les lycées, les collègues, en fonction des agents qui sont en arrêt maladie, pour différentes raisons de santé propre, mais aussi les conséquences du travail, les gens ne sont pas remplacés, ou un minima. Ce qui fait que ceux-mêmes qui travaillent travaillent plus, les charges de travail sont plus importantes, ça provoque encore, voilà, c'est le chat qui se prend la queue. On cherche à discuter sur les conditions salariales. Sur les conditions salariales, là où c'est compliqué, c'est qu'il y a 2 parties. Il y a une partie qui est importante, qui se négocie avec le gouvernement et les camarades qui sont dans les délégations au Conseil supérieur de la fonction publique le voient bien. Le point d'analyse est gelé depuis plus de 10 ans. Donc c'est très compliqué de discuter avec les gouvernements successifs. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un trouble en ce moment. Voilà. Et par contre, par rapport au régime militaire, effectivement, on peut le discuter au niveau local. Alors, pourquoi on peut le discuter au niveau local? Parce que de la fonction publique territoriale, c'est particulier. C'est ça qui fait la différence par rapport à l'État. C'est que sur un principe de libre autorité administrative et sur un principe de diversité des collectivités, on ne peut pas imposer un régime militaire vraiment défini, parce que dans les petites communes, il n'y a pas les moyens. Et malheureusement, dans les grosses communes, il y a peut-être un peu plus de moyens, il y a un peu plus de marge de manœuvre. Voilà. Donc ça crée, pour vous dire, des disparités, pas seulement individuelles, mais collectives, parce que le Conseil régional Grand Est, aujourd'hui, dans les anciennes collectivités où on était, quand la CGT était présente, en tout cas de par mon expérience, où là aujourd'hui, sur le Grand Est, on arrive à garantir un pouvoir d'achat pour les collègues. Pour vous dire, le RIFSEP aujourd'hui pour les catégories C, il avoisine les 370 à 380 € par mois pour les collègues de conseil régional. Et ils se plaignent encore parce que pour certains, ils ont du mal à finir les fins de mois, puisque une majeure partie dans les catégories C sont au SMIC. Voilà. Donc ça veut bien dire que les options de la CGT, dire qu'un SMIC à 1800 € net, c'est pas déconnant. Il y a ces problèmes de conditions salariales, il y a ces problèmes de conditions de travail sur lesquels on peut discuter. Donc sur les conditions de travail, c'est très clair. Nous, par exemple, au Conseil régional Grand Est, on est en train de revendiquer véritablement de ne pas discuter simplement sur des organigrammes, mais véritablement que les agents maîtrisent la réflexion sur le travail, individuellement et collectivement. C'est comment on peut définir ces conditions de travail, comment on peut les faire évoluer. Alors là, on n'a pas gagné encore, voilà. Mais on est sur cette bagarre-là. Par contre, avec un travail effectif et collectif, on a par exemple gagné, c'est peut-être pas grand-chose à l'échelle du nombre. Bonjour.
Il y a des chaises. Installez-vous, faites comme chez vous. Au Conseil régional, on arrive à gagner récemment là, la mise en place d'assistants de prévention professionnalisés, c'est-à-dire que on prend en compte véritablement le fait qu'on ait des agents qui soient payés, qui ne soient pas sous l'autorité de hiérarchie directe, et qui puissent aller détecter, faire de la prévention. Voilà. Alors c'est pas grand-chose, hein, c'est 15 personnes sur l'ensemble du territoire, mais c'est une petite victoire. Voilà. Quand on s'organise, on arrive à aboutir là-dessus. Après, on est sur d'autres champs qui vous concernent aussi, c'est l'action sociale et les activités sociales et culturelles. Quand on sait qu'au niveau de l'État, on essaye de détricoter tout doucement la sécurité sociale et qu'on met de plus en plus en avant le fait que les agents doivent prendre des complémentaires maladie, là encore, on a notre mot à dire et il faut se battre pour avoir notre mot à dire. Alors, localement, il faut se bagarrer pour avoir notre mot à dire sur les complémentaires maladie de la prévoyance. Mais sur un plan d'échelle nationale, il faut qu'on s'organise pour essayer de maintenir la sécurité sociale, pour qu'elle revienne comme avant. Je ne vais pas faire un discours trop général, voilà. Et puis, sur un tas d'autres points aussi, il y a matière à discuter sur les activités sociales et culturelles. C'est-à-dire aujourd'hui, les collectivités, elles ont tendance, et vous devez le vivre comme ça sur votre territoire, elles ont tendance à mettre des amicales subordonnées au patron pour limiter l'argent qu'on met dans les amicales du personnel, à faire des activités qui sont plutôt, moi j'appelle ça le pain et les jeux. C'est-à-dire, on vous donne des tickets cinéma pour aller voir les grands films américains, ou on vous paye, un petit voyage, voilà, on organise un petit voyage. Non, la CGT aujourd'hui, elle dit clairement sur les activités sociales et culturelles, et on se bat dans nos collectivités, là où on est installé, à dire les activités sociales et culturelles, elles appartiennent aux agents, elles doivent être gérées par les agents. Voilà. Monter ce qu'on appelle des comités d'activités sociales et culturelles. Donc, je développe ça parce qu'aujourd'hui, c'est une bataille qu'on mène, nous, en Grand Est avec la CGT, avec un bon nombre d'adhérents et des militants, mais vous pouvez le faire aussi. Alors, je ne connais pas aujourd'hui le paysage syndical CGT sur le territoire de la Marne, un peu partout, je connais les militants, etc. Mais si certains d'entre vous, aujourd'hui, sont en face de nous à nous écouter, moi je dis toujours, quand on est en face et qu'on fait des réunions d'information, je dis toujours, il y a trois solutions. Soit vous écoutez, vous dites, bon, il parle beau, mais on n'a rien à faire. Soit, effectivement, ce qu'ils sont en train de vivre, les débats qu'on a, ils sont intéressants, c'est pas mal. Bon, à un moment donné, effectivement, je vais peut-être un petit peu soutenir l'activité CGT qui est à côté. Mais il y a une troisième solution aussi, c'est peut-être s'il y a des néophytes ou des candidats aujourd'hui dans cette salle qui disent, tiens, c'est vachement bien ce qu'ils disent, ça m'intéresserait de faire du syndicalisme, ben, c'est peut-être de se rapprocher de nous. Parce que ce soit Dany, que ce soit Christophe ou moi ou d'autres, on a démarré, on ne connaissait rien. Voilà. Mais on a eu envie, voilà. Et donc, si vous avez envie, vous avez la chance aujourd'hui dans cette salle d'avoir. Moi, je réinsiste parce qu'il a été présenté comme ça, mais c'est le numéro 2 de notre fédération des services publics sur la fonction publique. Hein, moi, j'identifie comme ça. Hein, mais il n'y a pas de numéro 2 ou numéro 1, mais il faut dire l'importance du travail que fait Christophe, c'est-à-dire que la fédération des services publics à la CGT, c'est plus de 85 000 adhérents. C'est une des plus grosses fédérations de la CGT. On est assez organisé sur le territoire et chacun sait que c'est difficile. Donc vous avez vraiment, voilà, un camarade qui est là présent aujourd'hui. Bon, moi je ne parle pas de moi, mais bon, j'ai un petit rôle à la fédération parce que je suis aussi coopérant des syndicats CGT et des conseils régionaux. Il faut savoir que toute la CGT, on a des syndicats présents dans tous les conseils régionaux sur le territoire. Et puis Dany, qui est l'homme du CRU, qui est un militant acharné, donc il y a de quoi faire. On essaie, voilà, de s'organiser. Mais sans vous, on ne peut rien faire. Voilà. Si vous n'êtes pas derrière la CGT aujourd'hui, si vous ne voulez pas militer, ou si on ne peut pas faire grand-chose, en tout cas, on essaie de faire, mais on n'avancera pas aussi vite que si vous venez vers la CGT. Voilà, j'ai fini. Parlez beaucoup, je suis désolé. Nous, on est en développement ici. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on part de rien. D'accord, ok. Et on a un souci, c'est surtout les petites communes où quelquefois tu as un agent qui a un mi-temps sur d'autres. Oui, oui. Pour aller les voir, c'est Oui. pas évident. Hein. C'est sûr. Et Alors pour développer, si vous me permettez, mais pour développer une coordination à la Fédération des services publics aujourd'hui, on a des coordinations syndicales départementales. Voilà. Alors c'est vrai que sur la Marne c'est compliqué, c'est des fois difficile, mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que dans vos villes, d'accord, dans vos communes, si vous avez plus de 50 agents, si vous avez un certain nombre d'agents, vous avez vos propres CAP ou vos propres CTP, donc vous pouvez créer des syndicats CGT. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a une organisation qui fait qu'à un moment donné, quand on est en dépend du centre de gestion, on essaie d'organiser les syndicats CGT sur les secteurs. Donc on tend à faire ça. Donc il y a matière à faire. Il faut simplement que vous vous impliquiez.
Juste pour compléter un peu les propos de Pascal, Oui. effectivement, sur le département de la Marne, on a aussi pensé effectivement à tous les agents qui travaillent, comme disait Dominique, dans les petites communes où là, effectivement, ils sont entre guillemets un peu isolés de tout ce qui se passe. On a donc effectivement mis en place un syndicat départemental où là on accueille tous les agents du département de la Marne dans cette structure. Et je dirais l'idée génératrice de l'organisation de ce syndicat-là, c'est qu'au bout du bout,